Galim, un gros sujet de discussion, parce qu'effectivement, il y a des éleveurs en France qui ont un petit peu peur aussi aux dérives qu'il pourrait y avoir. Il faut savoir que le menu végétarien, il a été intégré dans la loi à titre expérimental, donc c'est vraiment sur la base du volontariat, et on a trouvé que c'était une très bonne chose pour éduquer les enfants à un goût différent, à une autre façon de voir les choses. Parce qu'effectivement, il ne faut pas se voiler la face sur l'avenir de l'agriculture et de notre alimentation. Je pense qu'on devra réduire notre consommation de viande, ça c'est une certitude. Remettre les animaux dehors au pâturage. On ne veut plus voir d'élevage, on le voit bien, la société ne veut plus voir d'élevage d'animaux en bâtiment comme on peut avoir, comme c'est le cas chez nous ici. Ça c'est juste une réalité, je ne porte pas de jugement moi sur ces élevages-là, je ne suis qu'à l'écoute de la société. Donc voilà, il y a cette partie-là, et qui dit remettre les animaux dehors à pâturer, dit forcément qu'on produira un petit peu moins de viande sur des surfaces qui seront extensives, mais ça veut dire aussi que on n'emportera plus du soja brésilien pour nourrir les animaux aussi. Donc voilà, ils seront nourris qu'à l'herbe, etc. Donc c'est une autre façon de voir les choses, et effectivement, je pense qu'on a un devoir d'éduquer nos enfants à une alimentation qui est différente pour pouvoir passer le plus de monde possible dans une agriculture beaucoup plus respectueuse de l'environnement en réduisant fortement les pesticides. Et qui dit ça, dit effectivement changer le modèle, notamment pour les productions laitières et pour les productions de viande. Ça, enfin voilà, celui qui ne veut pas voir ça se voile la face en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'en bio, on a un rendement un petit peu inférieur sur certaines choses. En céréales, c'est peut aller à moins 30% de rendement qu'on met en bio. Après, sur des légumes, je pense qu'on n'est pas à 30%, on est à moins de rendement en moins. Enfin, voilà, on a des variations de rendement, ce qui est normal, mais en fait, moi, ça ne me pose pas de problème parce que faut savoir qu'on a on a à peu près au niveau mondial 70% de nos terres agricoles qui sont destinées à nourrir des animaux. Donc on cultive des céréales dessus pour nourrir des animaux. À partir du moment où on remet nos animaux dehors, qu'on les nourrit exclusivement à l'herbe, quasiment qu'à l'herbe, on dégage des surfaces qui étaient destinées à l'alimentation animale pour nourrir nous, les hommes, en fait. Donc on peut se permettre cette baisse de rendement et passer quasiment tout le monde sur du bio, ou en tout cas en réduisant les pesticides et dans des démarches de qualité. Donc ça, c'est possible. Et ce menu végétarien, pour moi, c'était pas anodin, c'est vraiment aller vers une diversification, éduquer nos enfants pour se tendre vers ce modèle agricole qui serait bénéfique pour les producteurs, pour les consommateurs, pour la planète, pour tout le monde en fait. Donc c'est vrai que ça n'a pas été facile, on l'a fait à titre expérimental finalement et on ne l'a pas imposé, mais parce qu'on ne veut pas non plus braquer, il faut aller par étapes, mais il y a une importance que vous soulignez, c'est que ces repas soient réellement équilibrés. Et ça, il faut être très vigilant sur ces questions-là, parce que sinon on fera le reproche après d'avoir voulu mettre des repas végétariens et qu'ils ne soient pas équilibrés, et ça, on ne peut pas l'accepter. Parce que l'industrie agroalimentaire s'est très vite emparée, même pour déjà pour le grand public, mais pour la restauration collective aussi, et ça c'est, voilà, les galettes toutes prêtes, et voilà, on est bien dans l'ultra-transformisme. Il y a des questions là-bas, oui? Oui, moi j'ai une question. Je suis Thomas Guy, j'habite à Rémargol, à Piste-Agricule. J'ai deux enfants qui sont à l'école au Tout le monde entend? Oui. Mettez-vous debout. S'il vous plaît, merci. Est-ce que tu entendras mieux? Vas-y. Donc, ma question, en fait, ça va être à vous, madame. Moi, ce que je retiens, c'est que pour que les enfants aiment, il faut qu'ils aient du plaisir à manger. Le plaisir, je pense que ça passe par la variété de ce qu'ils vont consommer. J'ai entendu parler beaucoup de produits bruts, donc je pense que les produits bruts, c'est la variété dans les produits bruts, ça existe un petit peu. Je pense que pour leur santé, c'est important aussi de varier les plaisirs. Et je reviens sur la notion dont vous parliez tout à l'heure, j'ai oublié votre nom, qui était agriculteur à La Roche. Nolwenn Biro. Monsieur Nolwenn Biro, il faut une contrepartie dans la rotation. En fait. On ne peut pas faire du concombre et que des poireaux, enfin je ne suis pas spécialiste. Pareil, quand on fait du fromage, il y a la casserole. Quand on fait du jambon, il y a des côtelettes. Et quand on fait du steak, il faut trouver un équilibre aussi sur la carcasse de l'animal qu'on n'a pas en fait.
par rapport à ce que disait M. Garnier tout à l'heure, sur le fait qu'il achète gré à gré 10 kilos, par exemple, de sauté de bœuf. On fait quoi du reste de l'animal? Et qu'est-ce que fait l'État pour justement inciter les agriculteurs à aller chercher cet équilibre et sécuriser le commerce de gré à gré qui, mine de rien, est un risque pour les producteurs. Quand on est sur du gré à gré, on a le risque de voir sa production qui ne part pas. Alors, vous adressez la question à moi, mais en fait, je pense que c'est pas à moi de répondre, parce que l'État ne peut pas aller garantir. Enfin, moi, je suis aussi agricultrice, en fait, donc j'ai des légumes et j'ai de la viande, et je ne me vois pas aller demander à l'État de garantir la vente du reste de mon mouton parce que j'ai vendu des côtes à la Restco. Mais par contre, la MAB fait un excellent travail, parce que la viande, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, on a une carcasse, je veux dire, sur une carcasse, on a un certain nombre de côtes, enfin, de tout, et on ne peut pas aller au-delà. Enfin, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait du reste? Mais justement, moi je préfère laisser Florence répondre à ça parce qu'elle travaille, enfin la MAB travaille sur ces sujets-là, sur ces questions-là. Et moi en tant qu'agricultrice, je ne fais pas de viande en restauration collective, donc je n'ai pas cette expertise. Mais en tout cas, je ne pense vraiment pas que ce soit à l'État, là, pour le coup, d'assurer des bouchées du reste de la carcasse, si c'était ça le sens de votre question. C'était plutôt comment est-ce que l'État réfléchit à cette contrepartie et à cette assurance? Bah en fait, je pense que c'est pas à l'État. C'est l'État de prendre en charge la contrepartie. Ouais, mais je pense en fait c'est même pas à l'État de le faire parce que l'agriculteur est aussi. Non, c'est à l'esprit de la loi Egalim de protéger le revenu des agriculteurs. Oui, mais d'accord, mais c'est pas à l'État de garantir un débouché non, c'est pas. Je veux dire, c'est comme si un commerçant, un artisan, l'État lui garantissait le débouché sur, je sais pas, quand il vend moins ou des choses comme ça. Non, l'agriculteur, c'est quand même quelqu'un qui est responsable, qui est en charge de sa production, et donc c'est à lui de se prendre en main sur ce côté-là. Là, pour le coup, même si moi je pense que l'État pourrait, envers l'agriculture, avoir un rôle plus fort dans la protection de l'agriculture, telle qu'on a l'exception culturelle, on pourrait avoir une exception agricole. Là, je conçois ça et protéger mieux nos agriculteurs parce que c'est un métier particulier. Mais là, pour le coup, sur la question des carcasses, je pense que c'est vraiment pas à l'État de garantir ou de prendre en charge le débouché de ça. Mais je laisse Florence répondre parce que sur ces sujets-là, la MAB travaille beaucoup sur la viande notamment. Effectivement, la question que vous posez, c'est de dire effectivement l'État est là en train d'encourager à introduire du bio et ça peut poser la problématique pour les producteurs de se dire si j'ai ce seul débouché-là, effectivement en restauration collective, je vais avoir l'équilibre matière pour ce qui concerne la viande. Tout à l'heure, Nolwenn l'a cité. Le beurre, oui, tout autre produit. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, pour le bon équilibre aussi et la santé financière d'une ferme, donc on est deux structures, on est le GAB et la Maison de la Bio. On accompagne aussi les producteurs dans la commercialisation de leurs produits. Et ça, c'est une règle qui est assez simple et qui est valable dans beaucoup de domaines économiques. C'est une image alimentaire qu'on va dire, on ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et aujourd'hui, en restauration, on décourage des fermes à s'orienter de manière majoritaire sur leur débouché sur la restauration collective. Pour plein de raisons. Alors, il y a la raison de l'équilibre matière, mais il y a le risque aussi important que quand vous répondez à des marchés publics, vous avez ce marché, vous le remportez pour 3 ans, mais quand il se termine, vous pouvez vous retrouver d'un seul coup, si ce marché représente 30% de votre chiffre d'affaires, ça vous met en sérieuse difficulté. Alors, l'accompagnement qu'on a sur la problématique de la viande pour la restauration collective, c'est de se dire, effectivement, il va falloir que les cuisiniers diversifient les morceaux de viande. Et ça veut dire, alors, à Brest, on a introduit la viande bio. On est sur des morceaux plutôt de cuisson longue, donc plutôt les avants des bovins. Et c'est tout un apprentissage pour les enfants, parce qu'en fait aujourd'hui, les enfants mangent du steak. Voilà. Et des viandes en sauce, ils n'aiment plus. Et pourtant, la viande en sauce en restauration collective, c'est celle qui se mastique, c'est celle qui va être plus facile aussi à mettre en œuvre, parce qu'on est sur des contraintes de température pour le service en liaison chaude, etc. Donc en fait, nous, notre rôle, quand on a travaillé avec la ville de Brest, on a travaillé avec un groupement de producteurs qui s'appelle Bretagne Viande Bio. Et quand ils répondent au marché de la restauration collective, ça veut dire qu'en parallèle, eux, ils travaillent aussi avec des bouchers pour qui les avants sont plus compliqués à valoriser. Parce que le consommateur lambda, quand il va au magasin bio ou à la boucherie bio,
il va plutôt, lui, avoir envie d'avoir des morceaux plus nobles sur des cuissons. Donc, en fait, c'est là tout le travail qu'on a à faire, nous, auprès des producteurs, c'est d'essayer d'anticiper ces problématiques-là pour avoir l'équilibre matière. C'est pas toujours simple. Et nous, du côté des cuisiniers, on essaye aussi de faire en sorte qu'ils diversifient les morceaux à cuisiner. J'ai l'exemple d'un cuisinier d'un collège qui est en train d'essayer de mettre en place la réflexion, de se dire, si on se met à plusieurs cuisiniers en lien avec un producteur, et de se dire, à plusieurs, on va valoriser la bête entière. Il y a aussi ça qui se met en place. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des exemples autres. Je peux aussi témoigner d'une expérience personnelle, puisque je suis également éleveur à Anvec. Et que là, il y a un mois, j'ai livré un demi-veau à un collège à Quimper. Et voilà, et je lui demandais, mais comment tu vas faire pour valoriser ça? Parce que sur un demi-veau, il n'y a que 18 côtes. Et puis après, il y a les arrières, il y a les avants. Et comment tu vas gérer, quoi? Il m'a dit, bah, c'est pas un problème. De toute façon, moi, je suis en libre service, en self. Et du coup, ben, donc, il aura ses 18 côtes, il va préparer 18 assiettes avec les 18 côtes, et puis après, ben, et puis à côté, il y aura la blanquette, et puis à côté, il y aura autre chose, les escalopes. Et les enfants, ben, ils vont prendre, si les 18 premiers, ils prendront les 18 côtes, et puis après, ben, ils prendront les escalopes, et après, ils prendront les blanquettes, et puis après, ils prendront, voilà. Et il a passé mon veau comme ça. Et vraiment formidable, quoi. Formidable. Mais bon, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est un cuisinier qui est capable de se coltiner la scie, voilà, quoi. C'est un vrai cuisinier, quoi. Avec le chapeau. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Mais j'étais étonné, hein, j'y croyais pas. Hein. Marion? C'est une très bonne question. Alors là, je suis vraiment le cas, je suis en plein dedans. Parce qu'un tout petit peu de restoco, alors j'en faisais plus avant, donc il y a le problème juillet-août surtout. Juillet-août, c'est des gros mois de production pour nous. Alors moi je commercialise donc un petit peu de restoco maintenant. Surtout beaucoup de marchés de plein vent, les marchés de plein vent d'habitués, de centre-ville, pas forcément touristiques, genre Quirinou à Brest, c'est parce qu'on visite le plus l'été. Ça aussi, je fournis beaucoup en biocop, mais pas de biocop de bord de mer. J'ai vraiment aucune zone touristique. C'est hyper simple, hein, j'ai décalé mes saisons. Tout simplement. J'ai décalé mes saisons. C'est-à-dire que j'ai presque rien à vendre au mois de juillet. Par contre, à partir du 15 août jusqu'à mi-novembre, à 40% de chiffre d'affaires. On décale. On a des possibilités, mais on est une région très chanceuse. On ne se rend pas compte, nous, au Finistère, mais on a un climat, surtout ces 2-3 dernières années, on est vraiment très chanceux. Faut pas venir se plaindre des 6 semaines de pluie qu'on vient d'avoir. Parce que j'ai jamais été dévalisé comme on m'a dévalisé cet été. Hein. Il n'y avait plus de légumes en France. Hein. Là, le téléphone sonnait tous les jours, même des clients qu'on n'avait pas eu depuis 4-5 ans au téléphone nous appelaient. Donc, non, on a des leviers, on n'est pas si rigide que ça non plus. Donc on peut jouer, et puis on peut jouer sur les variétés. Parce que quand on a un petit peu de bouteille, on connaît un peu plus les variétés. Il y a des variétés qui sont un petit peu plus hâtives, d'autres qui sont un petit peu plus tardives, et on peut le composer comme ça. Donc les vacances, c'est pas vraiment un problème pour nous. Il faut le ramener à l'année en fait. C'est quelque chose qu'il faut ramener à l'année. Et puis à la rigueur, si au mois de juillet, on a un peu moins de récolte à faire, eh ben, pour une fois, on ira se baigner le soir. Oui. Ma question était un petit peu collatérale, mais suite à l'intervention du Mme de Rose-Noël, là, donc sur la